Test, test. Je sais pas si c'est la dernière version, si elle avait vérifié.
C'est bon? Bien, bonsoir à toutes et à tous pour ce conseil municipal, le dernier du 12 décembre 2022. Comme d'habitude, je vais faire l'appel. Donc moi-même présent, monsieur Padelou Arnaud. Présent. Drouet Jessica. Présente. Jocelyn Marc. Présent. Fatima Elouari. Présente. Martin Sébastien. Présent. Archambault Marie-Noël. Présente. Gale Blanche. Présente. Et à l'heure. Varlet Jacques. Anquetin Isabelle. Ringeval Corinne. Il me semblait qu'elle avait donné pouvoir. C'est pas marqué? Non. Je voulais savoir qui. Oui, s'il vous plaît. Alors je continue, c'est Isabelle Bento. Ah, c'est, je viens. Alors je continue. Planche Vincent. Bacraclic Adam. Breakville Frédéric. Chabrier Guillaume. Avril Emmanuel. Imad Zora. Da Joseph donne pouvoir à Arnaud Padelou. Vareja Odina donne pouvoir à Zora Imad. Mouton Godet Jade donne pouvoir à Franck Fontaine. Alberstadt Thomas. Chevillard Jean-Paul donne pouvoir à Jacques Varlet. Nol de l'Or. Adichan Lassan. Gonelli. Pinchot Pierre-Yves. Et du coup, Madame Bento a donné pouvoir à Madame Emmanuelle Avril. Je fais passer la feuille de présence. Il nous faut un secrétaire de séance ou une secrétaire. Je vous propose le Benjamin, en l'occurrence Thomas Alberstadt. Acceptes-tu d'être secrétaire de séance? Oui. Merci Thomas. À l'ordre du jour, il y a comme d'habitude les points d'information et ensuite les délibérations. En premier lieu, le procès verbal de la séance du 19 octobre. Y a-t-il des questions, des interrogations sur ce procès verbal? Non. De le signer. On refuse de le signer parce que vous avez donné 2 délibérations que vous avez posées sur table, alors qu'ils doivent nous parvenir 8 jours avant l'ordre du jour avec l'ordre du jour du conseil municipal. Et voilà. Donc nous ne signerons pas le procès verbal. Alors c'est votre droit de ne pas le signer si vous le souhaitez, mais sachez qu'une délibération sur table c'est légal. Il faut juste en début de conseil demander l'autorisation à l'organe délibérant, en l'occurrence vous, de l'ajouter à l'ordre du jour, chose que j'ai fait. Et vous avez accepté d'ajouter ces 2 points à l'ordre du jour. Voilà. Je vous invite à re-regarder le conseil si vous avez quelques doutes. Nous ne pas quand même. Voilà. Très bien. Merci Madame Nold. Donc je vais faire voter l'approbation de ce procès verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors vous êtes contre Madame Go, Madame Nold et Monsieur Adichan. Qui s'abstient? Très bien, vote à la majorité. Je vous en remercie. J'espère que sur les réseaux sociaux, on nous entend bien. Si quelqu'un peut regarder, n'hésitez pas, mes chers amis, à mettre un commentaire si toutefois le son est mauvais. Le point 2, il s'agit d'un plan de sobriété. Je laisse Madame Drouet rapporter ce point. Oui, bonsoir à tous. Merci, Monsieur le maire. Dans la continuité des demandes gouvernementales de consommation raisonnée des énergies, compte tenu des conséquences de la guerre en Ukraine, la municipalité a souhaité travailler sur un plan de sobriété énergétique. Ce plan vient en complément de la volonté municipale, qui a déjà été affichée depuis 2020, d'agir pour la préservation de l'environnement, telle que retranscrite dans le plan pluriannuel d'investissement. Plusieurs actions ont déjà ainsi été mises en œuvre pour améliorer le confort des usagers et réduire les déperditions d'énergie au sein des bâtiments communaux. Ce plan vise non seulement à apporter une réponse immédiate face à une situation nationale préoccupante de pénurie et de hausse du coût des énergies, mais également à instituer des pratiques raisonnées en la matière, dans l'attente de la réalisation de travaux visant à réduire les consommations d'énergie sur du long terme. Les mesures décrites dans ce document que vous avez reçu en pièce jointe
tendent à définir une ligne de conduite qui pourra s'adapter localement aux contraintes techniques ou contextuelles particulières. Pour autant, à chaque fois que la mesure énoncée ne pourra être mise en œuvre, les services devront réfléchir aux alternatives à déployer pour parvenir à l'avenir à la respecter. Ce plan va impacter tous les utilisateurs des bâtiments communaux, à savoir donc les agents, les enseignants, les éventuels partenaires, les adhérents aux associations et locataires de salles et équipements sportifs. C'est la raison pour laquelle il a été élaboré en tenant compte des avis et des ressentis de chacun. Il est donc proposé ce soir aux membres du Conseil de se prononcer sur le contenu de ce plan et de l'approuver. Considérant que la municipalité entend instaurer des pratiques raisonnées en matière de consommation d'énergie afin de préserver les ressources naturelles d'une part et de répondre aux problématiques nationales liées à la guerre en Ukraine, il est donc proposé aux membres d'approuver ce plan de sobriété énergétique et d'autoriser Monsieur le maire à le mettre en œuvre en tenant compte des contraintes techniques ou contextuelles éventuelles. Très bien, merci Madame Drouet. Y a-t-il des questions? Parfait. Nous allons procéder au vote. Qui est contre ce plan sobriété? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 3, il s'agit de l'adhésion à Seine-et-Yvelines numérique. Je laisse Monsieur Padoue rapporter ce point. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. La vidéosurveillance des rues de notre commune est installée depuis le début de l'année 2021. Or, il est à déplorer un certain nombre de malfaçons qui rendent inopérantes plusieurs caméras et dispositifs initialement prévus au marché. C'est la raison pour laquelle la commune a été contrainte d'intenter une action en justice, actuellement en cours, à l'encontre du prestataire qui détenait le marché d'installation. Ceci étant, compte tenu de l'enjeu de sécurité publique de cette installation et au regard de l'inaction en réparation de ladite société, il devient nécessaire d'engager les travaux de réparation sans attendre. Après étude du marché et des partenaires compétents dans ce domaine particulièrement technique, la commune a pris attache auprès du syndicat Seine et Yvelines Numérique, qui dispose d'une branche de son activité dédiée au domaine de la vidéosurveillance. Les frais d'adhésion à ce syndicat sont de 500 € pour une durée de 3 ans, auxquels s'ajoutent 100 € de frais de coordination. En effet, après avoir passé des commandes publiques, le syndicat a retenu des prestataires pour chaque type de service à déployer. Ainsi, la commune peut librement choisir son prestataire parmi ceux retenus sans avoir à passer son propre marché. Le montant des prestations à conclure avec ces sociétés est ensuite à la charge de la commune. En ce qui concerne Mézières-sur-Seine, il faut d'ores et déjà prévoir 3 types de prestations à court terme. Un audit permettant de définir les malfaçons constatées et réparations effectuées, un marché de travaux de remise en état, puis un marché de maintenance des installations. Il n'est pas possible à ce stade de chiffrer l'ensemble de ces 3 interventions. Considérant que la commune s'est dotée de vidéosurveillance sur la voie publique, considérant que le marché d'installation se solde par le constat de malfaçons rendant inopérantes certaines de ces caméras, considérant la nécessité de faire réaliser un audit exhaustif permettant d'une part à la commune de défendre ses intérêts dans le conflit juridique avec la société prestataire et d'autre part d'avoir les données techniques exactes afin d'entamer les réparations nécessaires, considérant par ailleurs qu'un marché de maintenance de ces installations devra nécessairement suivre, considérant que le recours au syndicat Seine-Yvelines Numérique pour diligenter ses études, travaux et marchés permettra à la commune de bénéficier d'une expertise finée de coûts déjà soumis à concurrence et d'un gain de temps dans le déploiement de ces interventions, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver l'adhésion de la commune à Seine et Yvelines Numérique, centrale d'achat pour un coût de 500 € pour une période de 3 ans, d'approuver le projet de convention de service de Seine et Yvelines Numérique permettant d'accéder à sa centrale d'achat, segment sûreté électronique, d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention et toutes les pièces s'y rapportant, notamment les éventuels avenants à intervenir, de prendre acte que les crédits correspondant aux frais d'adhésion et aux prestations commandées dans le cadre de la centrale d'achat seront prévus au budget municipal 2023 et suivant. Merci Monsieur Padoue. Y a-t-il des questions? Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'on a vu avec d'autres prestataires ou pas? Justement, l'idée, c'est de ne pas lancer un marché, étant donné... Alors, dans un premier temps, ce que vous dit la délibération, c'est qu'on a intenté en justice, une action en justice contre le prestataire qui a réalisé cette pose. Il y a un expert qui a été nommé par le juge du tribunal administratif. Expertise qui devra avoir lieu dans les prochaines semaines, prochains mois. Et tout de suite, dans la foulée, il faut qu'on réalise un audit. Sauf que le temps de lancer un marché, nous-mêmes, pour les 3 choses qu'on vous a citées dans la délibération, ça va nous prendre des mois.
le temps que tout le monde réponde, etc., le temps de faire le cahier des charges, donc c'est le code des marchés. Plutôt que de lancer tout ça, étant donné l'urgence de réparer et qu'enfin on puisse avoir toutes les caméras qui fonctionnent en même temps, ce qui n'est pas le cas depuis que je suis maire, donc ça fait maintenant presque 3 ans, il faut agir vite, et pour agir vite, l'idée c'est uniquement d'adhérer à ces Yvelines numériques qui, eux, ont fait tous les marchés, donc ils ont déjà les entreprises sélectionnées, présélectionnées, on choisira parmi le portefeuille qu'ils ont. Et aura-t-on un retour de l'audit au conseil municipal ou non? Alors, peut-être pas en conseil municipal, voilà, au moins en commission, très certainement. Mais s'il passe en commission, il passerait pas en conseil? On va peut-être pas dire en visio les caméras qui ne fonctionnent pas, vous voyez? On vient de le dire là. Non, mais on n'a pas dit lesquels. On n'a pas dit lesquels. L'audit va déterminer précisément là où sont les malfaçons et on va peut-être pas les révéler au grand public. Par contre, vous aurez bien évidemment en tant que conseiller municipal les éléments en temps voulu, puisque derrière en plus, ça veut dire qu'il y aura un marché de maintenance. Donc vous saurez qu'on doit réparer X caméras, les emplacements, etc. Mais bien évidemment, tout ceci restera au sein du conseil. Donc ça veut dire qu'ils prennent tout en charge? Ils prennent tout en charge, on va avoir un reste à charge. Non, après, non, mais je veux dire, tout ce qui est entretien, pause... Ça va dépendre de nous. Nous, premièrement, on a l'audit à faire, donc on va payer. J'espère, dans le cadre du jugement, puisque l'entreprise qui a posé, il y aura un jugement, j'espère qu'on va avoir des dédommagements financiers, et puis qu'ils vont devoir prendre en charge cet audit, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut faire un audit global, en complément de l'expertise qui va avoir lieu. Ensuite, il y aura une mise à jour, une mise à jour de tout ce qui ne fonctionne pas, parce que l'audit aura révélé des dysfonctionnements, donc on va tous les réparer. Et enfin, quand tout sera réparé, il y aura un contrat de maintenance. C'est 3 choses différentes. Audit, réparation, puis maintenance. Voilà. Ok, merci. Et ça, excusez-moi, mais c'était pas prévu au départ quand il y a eu le marché des caméras. C'était quelque chose qui avait été proposé à plein de communes. Donc on ne doit pas être la seule commune où il y a des malfaçons. C'était pas un marché global sur en fait, tout le département des Yvelines. Je n'étais pas là quand le marché a été fait. Non plus. Ça ne vous aura pas échappé. Si, vous étiez élu. Oui, mais non, mais j'ai été conseiller comme vous, donc je n'ai pas plus d'informations que ça. Vous avez les dossiers, donc vous avez quand même plus d'informations que nous. Oui, en tout cas, ce qui a été prévu à l'époque, c'est l'installation, une garantie et une maintenance pendant 2 ans. Aujourd'hui, il y a des caméras prévues au marché, je ne citerai pas lesquelles, qui n'ont toujours pas été posées. Pourtant, le marché est terminé, puisque, je vous dis, ça a été installé en 2021, donc il nous devait 2 ans de maintenance. Il y a des caméras qui ne sont pas encore posées. Elles sont au nombre de 2, bon, c'est pas beaucoup, mais elles ne sont plus garanties. Il n'y a pas eu de maintenance, enfin voilà. Il y a des malfaçons qui sont écrites au marché, mais n'ont pas été respectées. Ça veut dire que le marché, il n'a pas été respecté, il a été mal ficelé du départ ou... Je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas été respecté. Parce que ça va quand même coûter encore de l'argent à la commune. Bien sûr. Ça... Parce que là, vous n'avez pas du tout d'idée de chiffrage de ce que pas ça... du tout. Pas du tout. Ouais. Ça sera après l'audit. Et ça sera l'idée... l'audit, on va savoir combien ça va coûter. Ce sera peut-être, peut-être 5 000, peut-être 10 000, j'en sais rien. Ça, c'est ça qui va nous déterminer, cet audit. Et on va pouvoir faire le budget 2023 avec l'audit. Parce qu'on saura, je vais dire une bêtise, il y a 50 000 euros, on saura qu'on a besoin de ça, qu'on mettra au budget 2023. Si l'organe délibérant juge utile de réparer ces caméras. Mais oui, ça va coûter de l'argent. Après, en même temps, il y a la justice qui, je pense, fera son travail et condamnera la société à nous verser des dommages et intérêts. J'espère. S'ils ont de l'argent. S'ils sont solvables, en effet. Oui, monsieur Pinchot. Moi, j'avais une question. Est-ce que c'est une société, Seine Yvelines Numérique? Non, c'est un syndicat. C'est un syndicat, d'accord. Donc, est-ce que ça a quelque chose à voir avec Yvelines Numérique qui s'occupe de la fibre? Non. Et du téléphone? Vous êtes sûr? Non, parce que je crois que Yvelines Fibre, ouais. Non, c'est pas la même chose. Yvelines Fibre. Là, c'est le syndicat Seine. Yvelines Fibre. Oui, d'accord. Ça, c'est une entreprise qui dépend de TDF. C'est différent. Parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur la performance de cette société. Ça n'a rien à voir. Je revenais juste sur les caméras, monsieur le maire, mais on n'est pas la seule commune à être embêtée avec les caméras. Vous le savez très bien. Ah oui, peut-être. Je sais qu'il y a d'autres communes
bon, qui ont fait les choses différemment. Mais nous, en premier lieu, on a pris un avocat, on les a mis au tribunal administratif. Il y a un expert qui est nommé, qui a été nommé il y a de ça maintenant presque 3 semaines. On attend qu'il fasse son travail d'expert. Et dans le même temps, on veut rapidement, avant le vote du budget, réaliser l'audit pour savoir à quelle sauce on est mangé en 2023 en termes du budget. Voilà. Je vous propose de procéder au vote sur cette 3e délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 4. Billetterie, festivités, instauration des tarifs. Monsieur Martin, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, désolé, je ne suis pas au bon endroit. Depuis la création d'un service festivité jusqu'à ce jour, les tarifs des événements payants étaient déterminés à chaque occasion, avec la délivrance d'un ticket sans valeur monétaire, ni traçabilité comptable. Si ces premiers événements avaient un caractère exceptionnel, la municipalité entend instituer un rythme régulier de festivités diverses proposées aux Mézérois. Or, cette pratique n'est pas conforme à la réglementation et il convient d'adopter une tarification permettant la délivrance de carnets à valeur certifiée par la trésorerie. Aussi, il est proposé la création de catégories de prix permettant la délivrance de ces carnets. À chaque événement à venir, une décision du maire déterminera à quel tarif se rattache l'événement organisé. Cette décision sera communicable au Conseil conformément à la délibération de début de mandat. Les catégories et tarifs correspondants proposés sont les suivants. Le tarif blanc, gratuité. Le tarif vert, 2 €. Tarif jaune, 5 €. Tarif orange, 10 €. Tarif rouge, 15 €. Tarif violet, 20 €. Aussi, vu l'article L.2121-29 du Code général des collectivités locales, vu le décret numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, vu le décret numéro 2008-227 du 7 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, vu la délibération numéro 2020-17 du 18 mai 2020 donnant délégation au maire pour déterminer les droits prévus au profit de la commune dans la limite de 500 €, vu l'arrêté numéro 27-282 modifié du 29 septembre 2017 portant création d'une régie communale de recettes pour les manifestations et locations de salles, vu l'avis de la commission événementielle vie associative, sport, culture, loisirs et commerce du 30 novembre 2022, considérant qu'il convient d'instaurer des tarifs de billetterie pour les événements communaux, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver de créer les tarifs de billetterie suivants. Tarif blanc, gratuité. Tarif vert, 2 €. Tarif jaune, 5 €. Tarif orange, 10 €. Tarif rouge, 15 €. Tarif violet, 20 €. De rappeler que les tarifs appliqués à chaque événement seront déterminés par décision du maire communicable au Conseil, conformément à la délibération de délégation de pouvoir du maire de début de mandat. Alors, vous l'aurez compris, chers collègues, c'est une délibération technique puisque jusqu'à hier, il est sur décision du maire. La patinoire, c'était 3 €, tel festival, c'était 5 €, une pièce de théâtre, 10 €, enfin voilà, c'était une décision du maire. Et le régisseur en mairie encaissait l'argent, mettait ça au coffre et l'envoyait au trésorier. Là, aujourd'hui, on va acheter, entre guillemets, acheter, c'est notre propre argent, mais on va demander une valeur via les tickets. On va prendre 100 billets de 10, 15, voilà, qui seront au coffre. Et le régisseur, quand il sortira un billet, il aura forcément l'argent qui rentrera. Voilà. Donc c'est purement technique et c'est pour aussi couvrir les régisseurs de la commune qui sont des agents. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'aimerais qu'on explique la gratuité, à quoi ça correspond. En fait, il y a des choses que les gens ne vont pas payer. Ça peut arriver. Quel genre de spectacle? Monsieur Martin, est-ce que tu as un truc gratuit? La patinoire. La patinoire, on a donné un ticket gratuit à tous les enfants des écoles et nos écoles d'ailleurs. Tous les... C'est au service de la collectivité. Oui, c'est ça. Donc il aura ce ticket-là qui correspondra pour aller chercher les patins tout à l'heure. Ou voilà, ça peut être. C'est souvent les choses qu'on offre aux enfants des écoles. C'est vrai que souvent c'est gratuit.
Voilà. Et du coup, il y aura un nombre. Si on sait qu'on a 354 enfants scolarisés, on aura 354 tickets gratuits qui sortiront du coffre. Les chocolats. Les chocolats. Par exemple. Donc il y a quand même beaucoup d'interventions de la commune qui seront gratuites pour les enfants. Et nous, ça nous permet d'avoir les comptes. Notamment, on va donner 500 tickets. Effectivement, on saura combien de gamins ont profité des 500 tickets. Est-ce qu'il n'y a que 30 gamins à venir ou est-ce qu'il n'y en a que 50 ? Y a-t-il d'autres questions? Intervention? Très bien. Nous allons procéder au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Jean-Paul Chevilla s'abstient. Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Convention de participation à France Service par la société Artus Intérim, à compter de 2023. Monsieur Padelou, je vous laisse la parole. Pour mémoire, le Conseil a délibéré en début d'année afin de conventionner avec la société Artus Intérim dans le cadre de France Service. Et comme convenu au terme de cette convention, un bilan de cette participation au service a été établi avec le responsable d'agence au début de novembre. Il en est ressorti la nécessité de revoir le contenu de cette convention pour correspondre au mieux aux attentes du public fréquentant ces structures et de la société dans sa démarche d'accompagnement des personnes en recherche d'emploi. Aussi, il est proposé d'approuver le renouvellement de cette convention pour une durée de 2 ans renouvelable une fois, considérant qu'en renouvelant son partenariat avec la société Artus, France Service apporte aux administrés une expertise et des solutions complémentaires en matière de recherche d'emploi. Il est proposé aux membres du Conseil d'adopter la convention de partenariat entre la commune et la société Artus au sein de France Service à compter de 2023 et d'autoriser Monsieur le maire à la signer et en suivre l'exécution. Merci Monsieur Padelou. Y a-t-il des questions? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Tableau des effectifs, suppression d'un poste. Mes chers collègues, il est proposé aux membres du Conseil la suppression du poste numéro MS001 créé en 2014 au grade d'éducateur de jeunes enfants principal de 2e classe. L'agent qui était affecté sur ce poste a demandé sa disponibilité pour convenance personnelle par courrier en date du 16 septembre 2021. Cette disponibilité est effective depuis le 26 janvier 2022. Du fait du départ de cet agent, notre commune, un recrutement d'un agent titulaire a été effectué. Compte tenu des missions définies et du profil des candidats, le choix de la collectivité s'est porté sur un agent ayant le grade d'éducateur de jeunes enfants. Le poste a été créé par délibération du 15 février 2022. La collectivité n'a pas lieu de conserver ce poste excédentaire, une fois la période de 6 mois après le départ de l'agent respectée. Cette suppression a été présentée pour avis au comité technique du 29 novembre dernier. Considérant qu'il convient de mettre à jour le tableau des effectifs du fait de la vacance d'un poste numéraire, il est proposé aux membres du Conseil de supprimer ce poste, grade d'éducateur de jeunes enfants principal de 2e classe, créé par délibération numéro 2014-11 du 12 mars 2014, et ce, à effet immédiat. Y a-t-il des questions? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 7, acquisition des parcelles. Je ne les lis pas, je vous laisse Madame Drouet rapporter ce point. Merci, Monsieur le maire. La SAFER, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, est titulaire du droit de préemption sur les ventes de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole. Les parcelles acquises par la SAFER peuvent être rétrocédées au bénéfice d'agriculteurs exploitants ou à la collectivité dans le cadre d'un objectif agricole ou environnemental. C'est dans cette perspective que l'attention du conseil municipal ce soir est appelée sur le projet de rétrocession à la commune des parcelles cadastrées, alors la première G355 d'une surface de 6 252 m² et la deuxième G105 d'une surface de 3 880 m², qui sont situées dans le hameau de la Grande Rue, pour un montant total de 14 204,45 €. Ces parcelles sont dans la zone naturelle valorisée et sont essentiellement constituées de bois. Leur proximité avec les habitations a motivé la procédure de préemption en vue de leur conservation. Considérant qu'il convient de protéger durablement la vocation naturelle de ces 2 parcelles dans le hameau de la Grande Rue, il est proposé ce soir aux membres du Conseil d'approuver la rétrocession à la commune des parcelles G355 et G105 d'une surface totale de 10 132 m² pour un montant de 14 204,45 €, d'approuver la prise en charge par la commune de tous les frais annexes liés à cette acquisition et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes y afférents. Très bien, merci Madame Drouet. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, Madame Nold. Oui, je m'étonne qu'on achète des bois. C'est quand même de l'argent bloqué.
qui ne rapportent rien, alors qu'il y a des fois certains postes budgétaires qui mériteraient d'avoir ces moyens-là. Donc je m'étonne qu'on achète des bois. Voilà. Alors, je vais vous répondre, et comme j'ai l'habitude de le faire assez franchement, il s'avère que ces bois étaient vendus à des personnes que nous ne connaissions pas et qui habitaient au-delà de la commune et de notre territoire très proche. Comme dit la délibération, il s'agit de grandes surfaces boisées à proximité des habitations en haut de la Grand-Rue. De manière à conserver la protection de ces bois, nous avons utilisé notre droit de préemption, ce qui signifie que la SAFER ensuite les a mis à la vente en disant que la commune préemptait. Nous pensions, et du coup à tort, que certains agriculteurs ou propriétaires fonciers de bois allaient les acheter, et du coup nous aurions retiré notre proposition. Ça n'a pas été le cas, et donc la SAFER nous les vend au prix qu'elle les avait mis sur le marché. Donc, en effet, comme vous, j'aurais préféré que cette somme de 14 000 € aille ailleurs, mais pour préserver notre commune, eh bien, c'est une nécessité que d'acheter ce foncier, qui en effet ne sera pas valorisé à l'échelle de la commune, mais au moins préservera notre commune. Oui. Avant de les acquérir, il y avait eu quelqu'un dessus ou pas? Oui. Merci. Mais quelqu'un qui n'habitait pas la commune, ni Épône, quelqu'un, voilà. Et on voulait éviter d'avoir des soucis avec ces terrains. Donc voilà, pour 14 000 €, même si j'entends que c'est une somme, mais des fois, il faut savoir investir pour l'avenir. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 8, c'est à moi de le rapporter. Projet de la ferme de Mézerolles, installation des compagnons du devoir. Pour mémoire, la ferme de Mézerolles, située au 13 rue de Mézerolles, a été acquise par la commune il y a plusieurs années. Plusieurs projets ont été étudiés par les municipalités précédentes, avec pour point commun la démolition des corps de bâtiments existants et la construction à la place de logements. Ces projets ont fait l'objet de recours en justice, laissant à l'abandon le site, ouvert aux 4 vents et soumis à chaque hiver aux intempéries. Dans le même temps, les compagnons du devoir installés sur la commune d'Épône ont pris comme résolution la mise en vente de leur patrimoine, inadaptable, sans surcoût démesuré aux nouvelles normes d'accueil des personnes à mobilité réduite et exposées à un risque élevé en zone inondable. Pour rappel, les compagnons du devoir, ou Association ouvrière des compagnons du devoir et du Tour de France, est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique, assurant la formation des jeunes aux métiers manuels tels que la maçonnerie, la mécanique, etc. Les jeunes ou compagnons sont ainsi accueillis dans des maisons de compagnons le temps d'enrichir leur formation dans le cadre d'un apprentissage en entreprise. Les compagnons changent de ville et d'entreprise environ 1 à 2 fois par an pendant 3 années consécutives, dont 1 à l'étranger. L'aboutissement de ce parcours est la réalisation d'un chef-d'œuvre. C'est ainsi que, sollicité par le maire d'Épône dès le début de mandat pour trouver une solution de relogement des compagnons sur le territoire, a été élaborée une réflexion sur l'intégration des compagnons au sein de la ferme de Mézerolles. Une première étude sommaire a été menée en association avec les compagnons du devoir afin de s'assurer de la possibilité technique d'intégrer au site les contraintes de leur fonctionnement. Il s'avère d'une part que les espaces répondent parfaitement aux exigences et d'autre part que l'association est enthousiaste à l'idée de déployer une nouvelle maison des compagnons sur ce site. Par ailleurs, le projet se conjugue parfaitement avec le projet initial de la municipalité d'ouvrir le site au public, d'en faire un lieu ressource pour le quartier, avec l'installation de services de proximité, comme par exemple une machine à pain, d'y réserver une salle ouverte à la location pour les réunions de famille ou nos associations. Ce projet apporterait ainsi les plus-values suivantes. D'une part, la préservation sur notre territoire d'une maison des compagnons permettant d'assurer la formation des jeunes dans les métiers recherchés et d'excellence. Ensuite, la préservation du patrimoine ancien de la commune et sa mise en valeur au travers d'un projet visant à une ouverture au grand public. Et enfin, la création d'un lieu ressource pour le quartier. Afin de poursuivre cette voie, le projet est donc présenté au conseil municipal pour validation. Son plan de financement et les modalités de sa mise en œuvre feront l'objet de délibérations suivantes en fonction des besoins à chaque étape de son avancée. Considérant que ce projet répond aux objectifs de la municipalité de préservation d'une maison de compagnons sur le territoire, de préservation du patrimoine bâti communal et de la création d'un lieu de vie pour le quartier de la Villeneuve,
Il est proposé aux membres du Conseil d'approuver le projet de réhabilitation de la ferme de Mézerolles tel que présenté en préambule et d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre les démarches nécessaires à la concrétisation de ce projet. Bien évidemment, projet qui est passé à la commission urbanisme, environnement, espace vert du 1er décembre. Y a-t-il des questions? Allez-y, monsieur Adichan. Je voulais revenir, monsieur le maire, sur les premières lignes que vous avez lues. Oui. Ayant travaillé sur des projets sur la ferme de Mézerolles, vous montez un petit peu. Parce que tous les projets n'étaient pas... il y avait certains projets qui ont été rejetés, mais il y avait d'autres projets qui étaient bien. Donc quand vous dites que l'ancienne équipe a travaillé sur des projets qui étaient négatifs, c'est pas vrai. Et de destruction. Mais écoutez, après, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, non, mais je dis pas ce que je veux. Je réponds à la question dès les premières lignes que vous mettez. Oui, mais donc, je vais quand même vous répondre avec ce qu'on m'a présenté moi en tant qu'élu d'opposition à l'époque. Alors, il y a eu un projet avec l'équipe avant 2014 qui était une démolition et construction. Il y a eu un recours qui a été remporté. Et ensuite, il y a eu une nouvelle équipe en 2014. Le seul projet que j'ai vu sur ce site, ça a été quand Nexity nous a fait le projet là-haut, Fossé Ramé. Qui a été refusé par tout le monde, aussi Nexity, voilà. à la ferme de Mézerolles. Mais le projet était bien de démolir. Donc moi, la seule chose que j'ai vue, c'est ça. Après, peut-être que vous en aviez d'autres dans les dossiers, mais moi, je ne les ai pas vus. Non, mais c'est pour ça, quand vous lisez les premières lignes, nous nous accusons d'avoir fait des... Non, j'ai été témoin de ça. Non, mais je préfère préciser, parce qu'il faut le préciser aussi. Donc j'ai fait partie de cette équipe, j'ai vu les projets, j'ai travaillé sur certains projets, et je peux vous dire qu'il y avait des projets intéressants qui n'ont pas été approuvés par monsieur le maire, mais c'est comme ça, vous le savez très bien. Ah, ok, certainement. Mais du coup, ne le sachant pas, je ne pouvais pas écrire autre chose. Je vous l'apprends ce soir. Après, on peut se le dire aussi, la seule personne qui, assez rapidement, dès qu'il a été élu, a enlevé le permis de démolir de cette ferme, c'est moi. Non, mais c'est factuel. Je ne le nie pas. D'accord, bien. Y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet? Très bien. Qui est contre? Ah oui, Madame Nold. Oui, parce que là, vous présentez un projet, on est d'accord avec ça. Très bien. Au départ, vous nous aviez présenté que les compagnons allaient tout faire et que ça allait être mirifique. Mais à la commission, vous m'avez quand même parlé d'un budget important. Et là, vous ne l'abordez pas, le chiffrage de ce budget. Ah ben, donc là, je trouve que ça serait normal d'en informer les habitants. Ben, il y aura un chiffrage, mais comme dit la délibération, c'est juste un accord de principe de dire c'est une bonne idée. Et après, vous verrez qu'il y a une autre délibération qui suit et qui en découle. Je sais que vous avez lu avec attention la note de synthèse. Et derrière, on va s'adosser à un service du département pour nous accompagner sur le sujet. Nous accompagner déjà en études globales, un coût global, aller rechercher les subventions, la maîtrise d'œuvre, les études de marché, etc. Donc là, c'est juste dire en conseil, et c'est ce que dit la délibération, c'est une bonne idée. Après, la délibération dit aussi qu'à chaque étape, ça sera présenté en conseil, et sur ce projet, comme sur plein d'autres projets, on sera amené à voter beaucoup de choses en conseil municipal. Et vous aurez aussi l'occasion de donner votre point de vue en disant peut-être que ça coûte trop cher, peut-être qu'à un moment donné, pour vous, il y aura trop de reste à charge, peut-être qu'il n'y aura pas assez de chambres pour vous, enfin j'en sais rien. Mais là, c'est juste, le projet est intelligible. Voilà. Oui, mais après, on a du mal à les stopper, les projets, quand même. Parce que ça continue son petit bonhomme de chemin. Et là, si on vous donne votre accord, c'est pareil, on vous donne encore un chèque en blanc. Moi, je le prends comme ça parce que vous ne présentez pas un chiffrage. Et non, moi, à chaque fois qu'il y a un projet aussi important que celui-là, ça me gêne. Aujourd'hui, je ne peux pas engager des démarches trop importantes vis-à-vis d'un architecte, vis-à-vis d'ingénierie qu'on va citer tout à l'heure, sans qu'on me donne un aval au départ. Je ne suis que le maire. L'organe délibérant, c'est vous tous. Moi, je suis l'exécutant de vous tous. Et à un moment donné, je veux votre avis. Je suis sceptique là-dessus. Ben, en tout cas, c'est ma façon de faire. Peut-être que vous n'allez pas être habitué à ça, mais c'est ma façon de faire avec l'équipe. Et aujourd'hui, je dis en conseil, il y a tel projet. Peut-être que dans 6 mois, on se dira, bon, bah, c'était une fausse bonne idée. Et on n'ira pas au bout. Peut-être. Je n'y crois pas, mais peut-être. Et on saura se le dire. On saura le dire aux habitants, eh ben, ça coûte trop cher, on n'a pas les moyens, on n'a pas assez de subventions. Ben, tant pis, les compagnons quitteront notre territoire. C'est comme ça peut arriver.
Parce que là, vous avez quand même beaucoup de projets. Je les ai répertoriés parce que, bon, on oublie. Et donc, j'ai répertorié tous les projets que vous avez sous le coude. Et ça représente une masse énorme que même en 6 ans, ça sera difficile à réaliser. Et surtout à financer. Donc moi, c'est mon gros souci. Je vous l'ai déjà dit. Mais bien sûr. Mais après, il y a des projets, vous savez très bien. Alors, les projets sont faciles à lister, tous les habitants y ont accès. C'est la PPI, le plan pluriannuel d'investissement. Il va jusqu'à 2026. Et tous les ans, on l'amende, et tous les ans, on y intègre des projets. Mais il y a des projets, ça reste des projets. Et peut-être qu'il y a des choses qui ne seront pas réalisées. C'est pas parce qu'on a des souhaits qu'on va tout réaliser. Il y a des choses, parfois, ça peut être une difficulté via la police de l'eau, via la police de l'environnement, via la finance, via un manque de subventions. Par exemple, regardez, je vais vous citer un exemple. On avait mis au budget 2022 que nous voulions sécuriser tous les abords des écoles. Je vous l'avais dit, on fait une demande de subvention. Il y en avait pour 140 000 €. Il s'avère que durant l'été, on a reçu de la préfecture qu'on n'avait que 30 000. On a jugé que ce n'était pas assez. Ben, on a dit, on ne le fait pas. Et on le fera une nouvelle demande. Et là, d'ailleurs, la demande est partie, parce qu'il y a un FIPD qui vient de ressortir sur la sécurisation des bords des écoles. On vient de relancer au préfet une demande de subvention. Et puis, si ça passe, eh ben, on le remettra au budget 2023. Tout ce qui est écrit dans un budget, dans notamment l'investissement, ça reste des projets. Il y a des fois des choses, on a des choix difficiles à faire, et on les fera en temps voulu. Mais aujourd'hui, c'est juste se dire, c'est quand même une bonne idée. Aujourd'hui, il faut se le dire, on s'est gratté la tête sur ce qu'on allait faire de cette ferme. C'est quand même beaucoup de foncier d'immobiliser depuis des années. C'est de l'investissement, c'est de l'argent public. Ça, c'est d'accord. Quoi qu'on fasse, à chaque fois, et je me suis vraiment gratté la tête sur le sujet, tous les promoteurs, ils veulent tous la raser. Parce que ça coûte trop cher de rénover. Là, on a peut-être une opportunité, via le département, qui nous accompagnera certainement, je l'espère beaucoup sur le sujet, de pouvoir rénover cette ferme. Essayons de faire confiance au département et de rénover cette ferme. On y arrive, tant mieux. On n'y arrive pas, tant pis. Mais au moins, on pourra dire qu'on a essayé. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur le maire, c'est pas qu'on est contre le projet, vous le savez très bien, parce que depuis des années que cette ferme elle existe, il aurait fallu un jour la réhabiliter. Mais on craint juste le coût que ça va coûter. C'est juste ça qu'on demande. Ben oui. C'est avoir une idée sur le budget qu'on va mettre sur cette ferme. Moi, les compagnons du devoir, et je le dis face caméra sans aucun problème, mon souhait, c'est que les loyers des compagnons du devoir nous payent notre emprunt. C'est-à-dire qu'on fait une opération blanche et que dans 20 ans, bah, les loyers, c'est direct dans la caisse. Voilà mon souhait. Qu'on n'ait pas de reste à charge. Vous savez ce que c'est ? Vous investissez dans un appartement, vous le mettez en location, et il y a une rentabilité au bout de 20 ans. Et je souhaite que ce soit la même chose. Donc, peu importe le montant, vous savez que c'est quand même très grand. Je pense que vous avez visité la ferme avant moi. C'est quand même sur plus de 3000 m², donc il y a un gros coût de travaux. Ça veut dire qu'il y aura quand même pas mal d'appartements pour les compagnons, donc ça veut dire qu'il y a aussi pas mal de loyers. L'idée, c'est que travaux terminés, subventions touchées, il reste un delta, je ne connais pas, peut-être 800 000, peut-être 900 000, j'en sais rien. Ben, on fait un bail ou une convention avec les compagnons sur 30 ans ou sur 20 ans, et les loyers payent l'emprunt. Voilà. Opération blanche. C'est ce que je souhaite. On y arrive, tant mieux. On n'y arrive pas, on se posera les questions en conscience, ensemble. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Non, mais voilà, vous avez vu, vous l'avez expliqué tout doucement et tranquillement, et là, ça intéresse tout le monde. Ah ben on n'arrive pas avec un projet en disant on va faire ça, et puis ça y est, c'est terminé, ça va... Non, mais Non, ben là, vous êtes expliqué. Il aurait fallu faire peut-être, entre guillemets, une petite étude là-dessus pour savoir combien ça va rapporter, combien ça va coûter. À peu près, on n'est pas à 10 000 € ou 20 000 € près, ou 50 000. Mais voilà, un projet qui est carré, qui est bien expliqué, bah, tout le monde rentre dans le jeu. En tout cas, c'est l'intérêt de tout le monde. Et je l'ai expliqué en commission urbanisme. Alors après, en commission, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde, mais vous êtes représenté. J'ai essayé de l'expliquer comme ça. Alors peut-être que je me suis mal exprimé. Par rapport à ça, vous aviez simplement dit que c'était un emprunt. Vous n'aviez pas... Mais ils vont payer un loyer, donc... Les équilibres qui pouvaient... Mais est-ce que les loyers... Appuyez sur votre micro, parce que sinon on ne vous entend pas. Est-ce que les loyers seront suffisants pour éponger Ah bah ça, voilà, ça c'est toute l'étude qui va être faite avec l'ingénierie, les compagnons. Donc c'est l'association et le siège qui va déterminer combien ils sont capables de mettre.
pour les ateliers, pour le stockage, pour un bureau d'accueil pour leur assistante, etc., etc. Enfin, rien n'est gratuit. Donc, ils savent qu'il y aura un coût. Donc, le but, c'est pas de leur faire une maison toute neuve et gratuite. Les étrangler non plus. Et non, je pense qu'ils ne se laisseront pas étrangler. Monsieur le maire, un projet comme ça, il ne devait pas être travaillé en commission de travaux? Ou vous en faites plus? Parce que j'ai jamais été convoqué. Alors, c'est plus des projets, enfin, c'est plus de l'urbanisme que du travaux, entre guillemets. Parce que là, vous allez voir la délibération d'après. On n'a pas les ressources en interne pour le faire. C'est quand même assez gros. On est une commune où on n'a qu'une DGS et qu'un DST. Ils sont déjà submergés de travail. C'est pour l'échelle de notre commune. Et vous le savez, on a une chance d'habiter Mézières-sur-Seine. C'est qu'on est une commune qui est en devenir. Mais qui dit commune en devenir dit aussi beaucoup de travail. Parce que ce n'est pas toutes les communes qui a une ZAC des Fontaines qui va sortir prochainement, qui a un quartier de gare qui est prêt à sortir. Alors, il y en a qui peuvent le déplorer, et du coup, ça veut dire le subir. Et puis, il y en a qui peuvent avoir la volonté de le construire. Mais du coup, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Et à côté, là où vous avez raison, c'est qu'il y a des projets annexes. Le cabinet médical, par exemple, c'est un projet annexe qui n'était pas dans notre programme, qu'on n'a pas forcément souhaité, mais qui nous est tombé dessus. Et si on faisait rien, on n'avait plus de médecin dans 5 ans. La ferme de Mézerolles, pareil, opportunité. Dans notre programme, on avait mis qu'on voulait réaliser les choses, etc. Mais là, c'est opportunité. Les compagnons avec le maire d'Épône viennent nous voir. Il y a peut-être là, on regarde, c'est une opportunité. Si on la saisit, peut-être tant mieux. Si on la saisit pas, on s'en voudra peut-être très longtemps. Je ne vous cache pas qu'il y a des projets qu'on aimerait bien parfois s'en passer, parce que ma directrice générale des services souvent me dit, monsieur le maire, il y a beaucoup de projets et il y a beaucoup de travail. Mais oui, c'est une vérité. Alors, je ne dis pas qu'il y a beaucoup de travail. Mais je sais qu'elle travaille beaucoup. Donc, voilà. On peut déplorer les projets, mais au moins, on a une ville qui vit, une commune qui bouge, et une commune qui ambitionne de voir l'avenir avec des projets. Voilà. Il faut juste mettre les projets ambitieux pour la commune de Mézières. On n'a pas besoin de 100 000 projets. Non, mais après, il y a des projets structurants. Si on ne saisit pas cette opportunité, alors on peut se dire, on ne fait rien pendant 6 ans. Mais on va en faire quoi de cette ferme? Dans 10 ans, si on ne fait rien, qu'est-ce qu'on va en faire? On sait qu'au bout du bout, elle sera rasée pour faire 20-30 logements. On le sait. C'est une opportunité, ce projet. Après, peut-être qu'il ne sera pas réalisable, mais peut-être que vous avez raison. Tant pis, on aura au moins essayé. Mais peut-être qu'il sera réalisable et on se dira, on a bien bossé. Et on est fiers d'avoir amené ça à Mézières, qui tente rien à rien. Parce qu'on connaît la finalité si on ne fait rien. Non, mais on a parlé du projet. Le projet est intéressant. C'est le coût, nous, qu'on voulait. On voulait savoir... Non, mais je ne sais pas. On revient là-dessus, mais on vous dit, c'est juste... C'est faire un audit là-dessus, ou faire un... Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Voilà, c'est nous donner un budget, quoi. C'est pas... Mais je ne l'ai pas. Qui est plus, qui est moins, qui... voilà. Je ne l'ai pas. Mais on se dit pas, la délibération vous le dit. Là, c'est pas la décision du budget. Non, mais c'est juste une idée. Si vous avez travaillé sur le projet, nous dire, voilà, ça va peut-être coûter tant, ou moins, ou plus, on ne sait pas. Là, on y va à l'aveugle. C'est pour ça qu'on s'interroge un peu, parce que le projet en lui-même, il est intéressant. Là, je vous fais juste dire... Voilà. Lisez la délibération, c'est écrit. On prend acte, on approuve le projet. Après, on ne dit pas, vous ne me faites pas un chèque en blanc en disant, ça y est, on y va, on le réalise. Non, c'est pas ça. La délibération, elle dit, on donne l'opportunité au maire de lancer les démarches avec les adjoints concernés, et puis les commissions certainement, pour voir si le projet est réalisable une fois qu'on aura fait les études. Voilà. Donc ça veut dire que ce projet-là, on garde la ferme dans l'état où elle est, en pierre, tout en pierre, en modifiant quelques... Ok. Je ne souhaite pas toucher aux façades, mais après, à part quelques baies, mais forcément. Mais ce qu'on a demandé, c'est de garder les façades. De toute façon, tous les projets sur lesquels on a travaillé, il y a un moment ou un autre, ils touchaient à quelque chose. Donc on n'avait pas trop mais forcément, quand on crée des chambres, etc., étudiants, il faut créer des huisseries, forcément des baies à percer. Aujourd'hui, c'est une ferme qui date d'un autre temps. Donc il faut... Mais les murs, l'idée, c'est qu'ils restent entièrement. C'est bon? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 9, c'est la continuité. Pour réalisation du projet de réhabilitation de la ferme de Mézerolles, tel qu'exposé précédemment, la municipalité souhaite adhérer à l'agence départementale ingénierie afin de bénéficier de son assistance technique.
L'adhésion de ce syndicat s'élève à 0,70 centimes par habitant, compte tenu de l'appartenance de la commune à GPSO, soit un montant de cotisation annuel de 2 545 € environ. Tous les détails sur l'activité de l'agence, ses statuts et les projets déployés sont disponibles en suivant le lien que vous avez tous eu sur la note de synthèse. Considérant que cet établissement public est co-géré par le conseil départemental et les maires des Yvelines et que le siège de cette agence est fixé aux 14 places Félix Faure à Rambouillet, considérant le souhait de la commune de bénéficier de l'assistance de cette agence dans le cadre de ses projets de développement, il est proposé aux membres du conseil d'adhérer à l'agence d'ingénierie Y, d'approuver les statuts de l'agence d'ingénierie départementale, joint à la présente délibération, et d'autoriser monsieur le maire à effectuer toute démarche et à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions ? Oui, cette agence, ça va servir pour tous les projets de la commune ou que pour la ferme de Mézerolles? À aujourd'hui, notre souhait, c'est la ferme de Mézerolles. Je pense que ça leur fait déjà assez de boulot. Sur d'autres projets, on n'a pas besoin d'eux. Aujourd'hui, en tête, j'ai pas d'autres projets qui pourraient les intéresser. Voilà. D'accord. Monsieur le maire, j'avais juste une petite question. Oui. J'ai fait un peu de recherche sur cette... le président m'étonne quand même, le président de cette association. Oui, de cette agence, ouais. Ouais. Établissement public, exactement. Oui. Ouais. C'est monsieur Stéfanini, c'est ça? Oui. Et pourquoi ça vous étonne? Parce que je crois un homme politique qui gère un truc comme ça, je ne comprends pas. Bah parce qu'en fait, c'est un établissement public. Comme les bases de loisirs sont présidées par des membres du conseil d'administration, comme le conseil de surveillance d'un hôpital est présidé par le maire où il y a l'hôpital, comme... Enfin, voilà. Et c'est un établissement public qui est porté par le département. Et donc, c'est logique que ce soit un conseil départemental qui en soit à la tête. Comme Seine-et-Yvelines Environnement, où je siège. La présidente de Seine-et-Yvelines Environnement, c'est une présidente, c'est une conseillère départementale. Et ainsi de suite, tout l'établissement public sont... Monsieur Stefanini n'est pas n'importe qui, quand même. Vous le savez très bien. Bah, il est conseiller départemental, après. Oui. Il était quand même conseiller des présidents de la République. Ah, non, je sais pas. Non, il n'est pas conseiller du président de la République. Il était. Ah, peut-être. Je ne connais pas le CV de monsieur Stefanini. D'accord. Voilà, en tout cas, oui, il est président d'Engineering. Okay. D'autres questions? C'est bon? Qui est contre? Monsieur Adichan. Qui s'abstient? Vote à la majorité, je vous en remercie. Incorporation des biens vacants 100 mètres, procédure numéro 2, 2022. Madame Drouet, c'est à vous. Oui, merci, monsieur le maire. Le Code de la propriété des personnes publiques dispose d'une procédure d'incorporation dans le domaine communal des biens vacants 100 mètres, qui sont considérés comme tels lorsqu'ils n'ont plus de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de 3 ans, les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Les biens ainsi identifiés sont présentés pour avis à la CCD, la Commission communale des impôts, pour avis préalable à la procédure. Cette commission a ainsi émis un avis favorable concernant les biens suivants. Elle s'est réunie en mars. Donc pour la parcelle AA 308, c'est un terrain nu boisé qui se situe au sein de la zone dangereuse de la falaise des Ligneux, d'une surface de 292 mètres carrés. Le dernier propriétaire connu étant monsieur Leduc Corentin, né en 1912. La parcelle B 486, un terrain en friche ou de culture situé dans le lieu-dit des Chaumettes, d'une surface de 986 mètres carrés. Le dernier propriétaire connu est le même monsieur. La parcelle B 488, terrain en friche situé encore dans les Chaumettes, superficie de 281 mètres carrés. Le dernier propriétaire connu étant monsieur Fernand Réal, qui est décédé en 1995. Et enfin, la parcelle B 490, terrain de friche et de culture, situé encore dans le lieu des Chaumettes, d'une superficie de 403 mètres carrés. Et la dernière propriétaire connue est madame Marie Ségala, qui est décédée en 2002. L'arrêté portant de biens vacants 100 mètres a été signé le 10 mars 2022, affiché en mairie le 7 avril et publié sur le site internet de la commune le 8 avril. Publié dans la presse le 20 avril et affiché sur place le 27 avril. Il revient donc à présent au conseil municipal de se prononcer sur l'incorporation de ces biens dans le domaine communal dans le délai de 6 mois à compter de la vacance présumée, c'est-à-dire avant le 27 avril 2023. À défaut, la propriété de ces biens reviendra à l'État.
Considérant d'une part que la parcelle AA 308 souffre d'un défaut d'entretien majeur, ayant entraîné à 2 reprises, dans un délai de 2 ans, la fermeture de la rue de Chauffour pour cause de péril, ainsi que la réalisation de lourds travaux en cours pour la sécurisation de la falaise située sur cette parcelle, donc en surplomb de la rue de Chauffour, considérant que cette situation impose une gestion communale sur cette parcelle pour assurer la sécurité de tous et justifie donc son intégration au domaine communal, considérant d'autre part que les parcelles B 486, 488 et 490 se situent au sein d'une opération communale approuvée précédemment par le Conseil municipal le 15 février 2022, il est proposé ce soir au Conseil d'approuver l'incorporation dans notre domaine, donc des parcelles AA 308, B 486, 488 et 490, étant précisé que cette incorporation sera ensuite constatée par arrêté municipal. Merci Madame Drouet. Y a-t-il des questions? Madame Nold. Pas par rapport aux biens vacants qui sont pris, mais par rapport aux travaux qui doivent être faits dans la rue de Chauffour, est-ce que vous avez une date? Parce que ça commence à bien se casser la figure. Budget 2023. Aujourd'hui, on a sécurisé, comme le spécialiste des falaises des pompiers nous l'a demandé. Une fois qu'on a eu coupé toutes les racines, etc. et tout, on a défriché. Les pompiers sont revenus, nous a dit que c'était bon, on pouvait réouvrir la circulation. Ensuite, il y a une étude qui est en cours de réalisation par le CEREMA, GPSO et le département. Et au budget 2023, nous allons encore devoir subir une dépense pour faire les travaux. Voilà. J'espère avant cet été. Alors le vote du budget, ce sera en mars. Voilà. Parce que là, le gel ne va pas arranger les choses quand même avec ce qui descend là sur la route. Alors, je ne suis pas spécialiste des falaises, Madame Noll. Non, je suis peut-être pas spécialiste, mais j'ai pas envie de me prendre un bloc en passant en voiture. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la rue de Chauffour et le chemin des Ligneux qui risquent de descendre aussi. Donc, je trouve que si on le fait que l'été prochain, ça me paraît un peu long. Oui, mais je suis comme vous et j'aurais aimé ne pas avoir cela à gérer, voyez-vous. J'aurais aimé que ce soit fait avant. Souvenez-vous, alors j'ai regardé budget 2013. Il y avait au budget 2013 des travaux pour anticiper des éventuels. En 2013. Oui, mais on arrive en 2023, toujours rien n'a été fait. C'est comme la station d'épuration qui a mis 20 ans à se faire. Il y a plein d'autres choses qui mettent du temps à se faire. C'est pas la même chose, Madame Nold. Et là, jusque-là, ça ne descendait pas autant que là. Là, ça se casse vraiment bien la figure quand même. Hein. Les blocs descendent. Donc, bon, voilà. Bon, si ça ne peut pas être fait avant l'été, mais ça me paraît très long. Faut laisser les études se faire pour pas qu'on nous dise qu'on fait n'importe quoi. Nous, aujourd'hui, les spécialistes des falaises nous ont dit de faire défricher, etc., de manière à voir les choses et éviter qu'un coup de vent, notamment l'hiver arrivant, arrache une partie de la falaise. Ensuite, on va avoir le compte-rendu des études. Ensuite, on va voter notre budget 2023 et on sera prêt pour faire les travaux dans la foulée si le budget est voté et si on arrive à dépenser cet argent. C'est bon ? Question, monsieur le maire. Oui. Quel type de travaux vont faire sur ce côté-là pour éviter les chutes ? Je sais pas. Vous savez pas ? Non. Encore une fois, c'est le CEREMA et le département GPSO qui vont nous aider, nous accompagner sur le sujet. Donc aujourd'hui, j'imagine des choses, mais je ne suis pas un spécialiste des falaises, donc peut-être que je me trompe. Par contre, c'est la commune, dans l'intégralité, qui doit supporter les frais de consolidation. On essaie de discuter. J'espère avoir un coup de main sur le sujet, mais laissons l'étude arriver, les devis se faire, et ensuite j'irai toquer aux portes et de GPSO et du département. Il y a une partie de biens vacants 100 mètres qui du coup est rétrocédée, et puis une partie de terrain qui appartient aux propriétaires en face depuis des années, et donc du coup on la rachète. Enfin, on n'est pas encore passé chez le notaire d'ailleurs. Ça devrait, avant la fin de l'année, on devrait passer chez le notaire. On la rachète à l'euro symbolique, les terrains, voilà. Et donc tout ça nous appartiendra début d'année et on pourra continuer les travaux de sécurisation et être tranquille, je l'espère, pour les 30 à 50 prochaines années. Même si j'entends que ça va encore une fois coûter de l'argent, mais c'est comme ça.
Là, c'est pas une question de que ça va coûter de l'argent, c'est que ça soit fait vite avant qu'il y ait un accident plus grave. Je sais. Bon, c'est juste ça, moi. J'aimerais, Je comme suis pas vous... très rassurée en descendant la côte de Chauffour et je pense que les gens qui prennent la rue des Ligneux sont pas trop rassurés non plus, surtout qu'il n'y a pas eu de bloc de béton ou de quelque chose de mis. Là, il y a que des petites barrières. Quelqu'un qui est pas trop bien ou qui a un malaise ou quelque chose, là, il fait une sacrée descente. Non, mais dites-vous, j'ai pas envie de terminer à Bois d'Arcy. Donc, voilà. Je suis comme vous, je suis pressé que ça se fasse. Et je suis pressé de pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Mais c'est comme ça. Prendre la responsabilité de maire, c'est aussi de prendre ce genre de responsabilité. Et ben, je les prends. J'ai pas le choix en même temps. Bien, merci. Ah oui, il faut voter du coup. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point 11. On a 2 points très techniques aussi du CIG. Je laisse Monsieur Padeloup les rapporter. Merci, Monsieur le maire. Le premier point, donc, c'est l'adhésion au groupement de commandes du CIG pour le marché d'assurance IARD sur la période 2024-2027. Le CIG va constituer un groupement de commandes pour les assurances qui a pour objet la passation pour le compte des membres du groupement des marchés de prestations de services, d'assurance dommages aux biens, d'assurance responsabilité civile et protection juridique, d'assurance automobile, d'assurance protection fonctionnelle. Pour mémoire, depuis 1998, les contrats d'assurance des collectivités sont des marchés publics. Ainsi, obligation est-elle faite aux collectivités de remettre régulièrement en concurrence leurs contrats en respectant le formalisme imposé par le Code de la commande publique. Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet de bénéficier des avantages de la mutualisation. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier des charges et de la procédure à conduire, cette démarche s'inscrit dans une logique de simplification administrative et d'économie financière. À cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette convention prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le centre, le CIG, de la Grande Couronne comme coordinateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à l'organisation de la procédure de choix du titulaire des marchés de prestations de services. La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer et notifier le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. À ce titre, la commission d'appel d'offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. La convention précise que la mission du CIG comme coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence et les frais occasionnés pour le fonctionnement du groupement font l'objet d'une refacturation aux membres du groupement à hauteur de 1 300 € pour une commune de la strate de Mézières. Les prix appliqués ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services pour l'ensemble des adhérents du groupement seront fixés dans les marchés de services. Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d'un droit de retrait. Il appartient donc à chaque membre du groupement d'examiner, d'adopter et d'autoriser son exécutif à signer cette convention constitutive. Par conséquent, il est proposé aux membres du Conseil de se prononcer sur les engagements de la commune contenus dans ce document et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Considérant l'intérêt de rejoindre ce groupement de commandes pour la période 2024-2027 en matière de simplification administrative et d'économie financière, il est proposé aux membres du Conseil d'adhérer au groupement de commandes pour les assurances IARD sur la période évoquée, d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes désignant le CIG comme coordonnateur du groupement et l'habilitant à signer et notifier les marchés selon les modalités fixées dans cette convention, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération, de décider que les dépenses inhérentes à la mise en place du groupement et de ses procédures seront imputées sur le budget de l'exercice correspondant. Merci Monsieur Padeloup. En synthèse, c'est déjà un groupement de commandes dans lequel on est, c'est déjà un groupement de commandes qui se termine fin 2023. Bon, c'est une procédure classique, non, fin 2023. Et donc, du coup, c'est juste la poursuite de la continuité de ce groupement de commandes pour les assurances que nous vous avons listées. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie, Monsieur Padeloup. Je vous laisse le point suivant. Pour poursuivre, donc le point numéro 12, l'adhésion au contrat groupe assurance statutaire, cette fois sur la période 2023-2026, proposée par le CIG. Donc, pour rappel, la commune a adhéré à un groupement de commandes en novembre 2021 dans le cadre du marché public d'assurance du personnel sur la période 2023-2026. La consultation a été effectuée et attribuée au porteur Sovaxis, avec comme assureur CNP Assurances. Globalement, les taux de couverture sont plus élevés que sur l'ancien contrat, qui n'avait
connu aucune révision de prix sur les 4 dernières années. Cette augmentation s'explique essentiellement par le vieillissement de la pyramide des âges. Le taux proposé à la commune augmente ainsi, à couverture équivalente, de 4,5% pour les risques des agents fonctionnaires et de 23% pour les contractuels et Ircantec. Après étude de la masse salariale et des particularités locales, il est proposé aux membres du Conseil d'opter pour la couverture suivante. Pour les agents fonctionnaires, un taux de 3,57% au lieu de 5,95% sur le précédent contrat. Pour les agents Ircantec, un taux de 0,95 au lieu de 0,90 sur le précédent contrat. Considérant la nécessité de conclure un contrat d'assurance statutaire, considérant que ce contrat doit être soumis au Code de la commande publique, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver les taux de prestations négociés pour la commune par le CIG, dans le cadre du contrat de groupe d'assurance statutaire, de décider d'adhérer au 1er janvier 2023 au contrat d'assurance groupe, sur la période 2023-2026, et en optant pour les garanties suivantes. Pour les agents CNRACL, décès 0,23%, accident de travail, maladie professionnelle 0,71%, congé longue maladie longue durée 1,24%, maternité, paternité, adoption 1,39%, pour un total, comme évoqué précédemment, de 3,57%, et pour les agents Ircantec, un taux de prime totale de 0,95%. De prendre acte que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat groupe a été fixée par le Conseil d'administration du CIG le 15 juin 2021 de la façon suivante. Pour les de 51 à 100 agents, 0,10% de la masse salariale des agents assurés avec une fixation d'une participation minimale de 30 € correspondant aux frais d'émission d'un titre de recette. De prendre acte que les frais du CIG qui s'élèvent à 0,10% de la masse salariale assurée viennent en supplément des taux d'assurance ci-dessus déterminés. D'autoriser Monsieur le maire à signer le certificat d'adhésion ainsi que la convention à intervenir dans le cadre du contrat groupe. Et de prendre acte que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe pour chaque année sous réserve du respect du délai de préavis de 6 mois. Très bien, merci Monsieur Padeloup. C'est la même chose, c'est une reconduite de contrat statutaire pour les agents qui serait en maladie, longue maladie, très longue maladie. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Un très bon point aussi pour notre commune de Mézières-sur-Seine, le point 13. Madame Drouet, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Oui, il s'agit de l'inscription de chemin au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pédestre des Yvelines, le nouveau GRP. Donc, pour mémoire, la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État a transféré au département la compétence en matière d'itinéraires de randonnée et lui a donné l'obligation d'établir un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, le PDIPR. Le département des Yvelines a ainsi adopté un PDIPR pédestre en 1993 et un PDIPR équestre en 2006. Ces deux plans font l'objet de mises à jour régulières pour tenir compte des modifications des tracés et pour intégrer de nouveaux itinéraires. Le département, en partenariat avec le comité départemental de randonnée pédestre, a élaboré un itinéraire de grande randonnée de pays, le GRP, en Vallée de Seine, qui relierait donc à ce jour Chatou à Giverny dans l'Eure, puis à la gare de Vernon, en suivant au plus près le cours de la Seine. Ce GRP sera balisé et géré par le CDRP 78 et homologué par la Fédération française de randonnée pédestre. Dans le cadre de cette procédure et afin d'assurer la continuité et la pérennité de l'itinéraire, il convient de l'inscrire au PDIPR. La municipalité souhaite donc s'inscrire dans ce projet et a fait part de sa volonté pour que le tracé emprunte notre commune. Ainsi, l'itinéraire prévu arrivera donc sur le chemin de halage en limite d'Épône, empruntera une partie du centre-bourg ancien, du cimetière jusqu'à la Grande Rue, et ensuite montera sur le plateau pour rejoindre la commune de Guerville. L'inscription au PDIPR se fait par délibération pour les chemins appartenant aux collectivités et par convention pour les chemins privés, conformément au Code de l'environnement. Il appartient donc à la commune, dans une démarche volontaire, de demander l'inscription de ces chemins au PDIPR. Une difficulté se pose sur le tronçon qui se situe entre la fin de la Grande Rue et la commune de Guerville, puisqu'en effet, la continuité du chemin rural numéro 22 a été interrompue lors de la création du golfe de Guerville. Un itinéraire entre guillemets sauvage a été créé par les promeneurs au travers de parcelles cadastrées. Ces parcelles, au gré des mutations, s'avèrent être aujourd'hui propriété de GPSO.
qui a été sollicité sur ce sujet et qui semblerait accepter de rétrocéder gratuitement à la commune la largeur de ce chemin afin d'en assurer la pérennité. Aussi, il est proposé aux membres du conseil municipal de procéder en 2 temps. Premièrement, solliciter dès aujourd'hui auprès du département l'inscription des voies de l'itinéraire de grande randonnée de la Défense à Giverny, afin que le dossier d'homologation puisse être déposé avant le 31 décembre 2022. Deuxièmement, de délibérer en début d'année 2023 sur le déclassement du tracé historique du chemin rural numéro 22 et sur le classement de son nouveau tracé au travers des parcelles de GPSO. Il conviendra également en 2023 de délibérer pour la mise à jour des tracés de randonnée préexistants sur la commune, à savoir le GR26 et le PR37. Il est à noter que le CDRP 78 assure la veille et le petit entretien des itinéraires de grande randonnée de pays et de promenades et randonnées homologuées ou labellisées par la Fédération française de randonnée. Considérant que l'élaboration du PDIPR a pour objectif général de favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la randonnée, que le PDIPR établit une forme de protection légale du patrimoine des chemins en garantissant la continuité des itinéraires de randonnée et en conservant les chemins ruraux, considérant la volonté municipale de s'inscrire dans le projet de création d'un GRP de Chatou à Giverny, dont la finalité est le bien-être des citoyens dans leur rapport avec la nature, la découverte de cette dernière et la pratique d'une activité sportive douce à tout âge, considérant que la demande d'homologation du projet de GR de Chatou à Giverny rend nécessaire l'inscription des voies et chemins empruntés avant la fin de l'année 2022, il est proposé ce soir aux membres du Conseil d'émettre un avis favorable sur le projet d'itinéraire de grande randonnée de pays de Chatou à Giverny et de demander l'inscription des chemins désignés ci-après au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pédestre des Yvelines. Je ne vais pas reprendre tous les chemins ruraux que vous avez dans la note de synthèse, que vous avez certainement lu. Il y avait également un PowerPoint avec tout le descriptif et les cartes. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Merci Madame Drouet. Délibération ô combien essentielle à la nature en ville. Malgré tout, la longueur, merci à vous. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, Madame Nol. Pas forcément sur cette délibération. J'étais venue vous voir par rapport, parce qu'on m'a interrogé plusieurs fois sur ce sujet, comme quoi il y aurait par rapport à la largeur du chemin, 2 mètres de prix de chaque côté de bois élagué, ou est-ce que vous me confirmez que ce n'est pas du tout d'actualité? J'avais été venu vous voir pour ça. À quel niveau? Je ne comprends pas la question. Qu'en fait, il y a le chemin existant, mais qu'en fait, on l'élargirait sur les bois qui sont en limite de ces chemins. Mais non, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu sur ça? Non. Parce qu'on m'en a parlé plusieurs fois, donc non, là, c'est pas le sujet de la délibération, mais là, c'est un chemin pédestre, et puis, nous, on n'a rien prévu de ce genre D'accord. ailleurs. Donc, il n'y a aucun arrêté communal qui va faire un élagage plus important des chemins. Voilà. Ah non. D'accord. Ah non, Madame Nol. Pas nous. Je voulais vous le faire reconfirmer, puisqu'on m'en a parlé plusieurs fois. Donc voilà, c'est tout. Quoi? Très bien. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Dernier point, convention 2022-2023 avec la commune de Gargenville. Monsieur Martin, je vous laisse la parole. Appuie sur le bouton. Merci, monsieur le maire. La JSLM sollicite la mairie dans le cadre d'un accord de leur section foot donné à l'association de football de Gargenville, l'association Stade Gargenvillois Football, afin que cette dernière puisse utiliser les mêmes installations pour leurs entraînements et matchs. L'installation concernée est le terrain synthétique. Après concertation avec la municipalité de Gargenville sur le même principe que celui qui avait prévalu pour la mise à disposition de ce terrain au profit d'une école privée, un projet de convention a été élaboré pour permettre cette utilisation à raison de 2 soirs par semaine et d'un dimanche sur 2. Il est rappelé que cette mise à disposition s'effectue au tarif de 16 € de l'heure pour couvrir les frais d'usure et d'entretien du site, soit un montant estimatif de 3 560 € sur la durée de la convention. Considérant que la mise à disposition du terrain synthétique au profit de l'association Stade Gargenvillois Football emporte l'assentiment de la JSLM Mézières,
considérant que le terrain synthétique est libre d'occupation aux jours et aux heures sollicités par l'association Stade Gargenvillois Football, considérant l'accord de la commune de Gargenville pour porter financièrement le coût de cette utilisation au profit de l'association Stade Gargenvillois Football emporte l'assentiment de la JSLM Mézières, considérant que dans ces conditions, rien ne s'oppose à donner satisfaction à cette association, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter la Convention 2022-2023 de mise à disposition du terrain synthétique du Stade de la Conche avec la commune de Gargenville au profit de l'association Stade Gargenvillois Football et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Pièce annexe numéro 19, Convention. Y a-t-il des questions sur cette délibération, Monsieur Adichan? Je voulais juste savoir à combien revenait l'entretien du stade par an. Je sais plus. Alors c'est pas par an parce qu'il faut le faire une fois tous les 2-3 ans et on l'a fait l'année dernière. Et je crois, alors je sais plus, ça a dû coûter 6 000 €, je crois. Il y a un entretien qui peut être fait régulièrement. Donc là, on est en train de voir avec les services techniques. Par contre, tous les 4 ou 5 ans, il doit être ratissé plus profondément pour faire remonter les billes, enlever les racines qui pourraient se fixer dedans et le détériorer. Et ensuite, au bout de ces 5 ans, une fois qu'on a fait passer ce ravalement, il y a une entreprise qui vient pour le tester, savoir s'il peut être habilité pour faire des compétitions. C'est ce qu'on a fait cette année, je crois. C'est ce qui a été fait cette année, puisqu'il a été conçu il y a 5 ans. Et ça a coûté combien? 6 000 €, je crois, non? C'est 4 à 5 000 €. Et après, on rajoute les tests. Le test est fait régulièrement, tous les ans, hein, D'accord. quand même. Ok. Je voulais juste demander, est-ce qu'il n'y a pas de risque de l'abîmer à force de mettre trop d'équipes dessus à jouer? Après, Parce que c'est vrai que certaines équipes, certaines villes ne s'en servent pas trop parce que ça coûte une fortune. Et pour l'entretien, comme vous venez de le chiffrer, monsieur le maire, 6 000 € plus les petits entretiens à droite à gauche, à force de mettre des équipes dessus, je crois qu'il ne va pas tenir longtemps. Donc c'est juste mon avis à moi en tant que footeux. Hein, c'est pas, Si on prend le stade de foot d'Épône, il y a 600 élèves qui passent tous les jours par le collège. Nous, il y a une école qui vient. Donc le problème, c'est l'utilisation du terrain au même endroit. Donc par exemple, le centre du terrain, la zone du gardien de but, mais tous les extérieurs sont moins utilisés. Après, par contre, si on regarde en football à 7 ou à 8, ils vont jouer sur le travers. Donc c'est l'utilisation des joueurs dans la même zone. C'est pour ça que régulièrement, il faut passer le râteau. Mais le fait de ne pas l'utiliser n'est pas bon non plus, puisqu'il se tasse et il ne se renouvelle pas. Donc nous, quand il a été conçu à Épône, nous ont appelés au collège et le chef d'établissement pour qu'on fasse passer les élèves un maximum dessus, pour qu'on puisse passer le râteau après. Donc Épône, il y a tout et son contraire. il n'est pas trop sollicité l'été parce qu'il joue sur le deuxième terrain. Mais nous, on n'en a qu'un. C'est pour ça que je pose la question. C'est juste une question, hein, c'est pas une... Ah non, mais... Pour savoir s'il n'y a pas de risque qu'il soit il y a tout et son contraire. En mettant plusieurs équipes dessus. On n'a personne dans la journée. Même le mercredi après-midi, puisque le département du foot nous le demande et on leur fournit quand ils veulent faire des tests. Donc il n'est pratiquement pas utilisé. Dans la journée, il n'est pas utilisé. Il est très utilisé le soir, à 70% certainement le week-end, mais il y a des week-ends où il n'est pas pris, puisque là, ça doit faire 2 matchs que les filles de Gargenville effectuent chez nous, puisque c'était des pauses. Donc non, l'utilisation du stade de Mézières, il n'est pas énorme par rapport à celui du stade des Pônes, où le collège intervient dessus. Nous, les écoles primaires, ils vont très peu. Donc en quantité de passage, c'est pas énorme. Par contre, il faut qu'on mette en place un travail plus régulier avec le râteau. Le petit retournement de la matière, ça, on ne le fait pas régulièrement. Les billes, elles sont mises une fois par an ou c'est une fois tous les 2 ans? Non, c'est pratiquement une fois tous les 15 jours. Il faudrait passer le petit râteau tous les 15 jours. Par contre, l'entretien profond avec le gros râteau qui est fait par une entreprise privée, ça, c'est une fois tous les 5 ans. Et suite à ce travail-là, on doit faire passer une entreprise privée qui, elle, fait des tests dessus pour savoir s'il est homologué pour pouvoir... Mais nous, il est en très très bon état. Ouais, les tests qu'on a fait cette année... On fait des tests de... style rebondissement du ballon ou un truc comme ça pour vérifier que tout va bien hein, par rapport aux joueurs. Ça, c'est fait tous les ans. De toute façon, c'est l'exigence de la Fédération française de foot. Et les dernières études, notamment de cette année, disent qu'il est en très bon état. Voilà. D'autres questions?
Parfait. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Il y avait une question orale envoyée par Monsieur Pinchot. Je vous laisse, Monsieur Pinchot, nous la poser. Merci. Je voulais auparavant évoquer les commémorations du 11 novembre, puisqu'il y avait un événement un peu particulier, c'était le centenaire du monument aux morts de Mézières. Et c'était une belle cérémonie avec une bonne animation, et je voulais féliciter la mairie et l'adjoint concerné. Voilà, c'était une remarque. Alors, concernant, on a évoqué le football, je voudrais évoquer aussi avec vous maintenant un autre sport qui est le tennis. Peut-on rassurer les adhérents du TCEM, Tennis Club d'Épône-Mézières, que le club ne va pas disparaître suite à la destruction de ses installations sportives pour cause d'extension du collège Benjamin Franklin? Alors, le conseil départemental semble avoir fait le choix d'augmenter la capacité d'accueil du collège à 900 élèves, si j'ai bien compris, plutôt que de construire un second collège à taille humaine de 450 élèves dans le nouveau quartier de gare, comme cela avait été un temps envisagé. Ce second établissement pourrait d'ailleurs être considéré comme une antenne du premier vis-à-vis de l'éducation nationale et y conserver de cette manière une certaine unité pédagogique et des synergies administratives. Mais bon, si ce choix est définitivement fait, il va entraîner la destruction des cours de tennis du TCEM. Je rappelle qu'il y a 2 cours couverts et 4 cours extérieurs qui ont été d'ailleurs rénovés récemment, qui ont été dotés d'un éclairage performant et qui jouxtent actuellement le collège. Je voulais rappeler que le club de tennis, c'est une association de bénévoles, mais qui utilise des salariés pour l'école de tennis, pour les cours, les stages proposés pendant les vacances scolaires, les entraînements des équipes. Et depuis de nombreuses années, des compétiteurs des 2 sexes, de tous niveaux, de tous âges, défendent les couleurs des 2 communes dans le championnat départemental des Yvelines. Pour de nombreux Méziérois, le tennis, qui est un sport que l'on peut pratiquer jusqu'à un âge avancé, est le loisir de prédilection. Les annonces officielles de rénovation et d'extension du collège n'évoquent pas la question du devenir du club de tennis. Et il est impératif de trouver une solution alternative pour l'implantation du club avant toute destruction des installations actuelles. On sait tous que les clubs sportifs, qui sont déjà fragilisés par la crise sanitaire du Covid et l'érosion du pouvoir d'achat, doivent faire face à une érosion des adhérents. La fermeture des installations signerait la mort du club et l'extinction de la possibilité d'une pratique locale du tennis. C'est pour ça que nous sommes un certain nombre à demander solennellement aux maires d'Épône et de Mézières de s'unir pour construire un projet et alerter les autorités compétentes, conseil départemental, la région, le ministère des Sports, la Fédération française de tennis, afin qu'une solution alternative soit trouvée et rapidement mise en œuvre. Le TCEM doit être sauvé. Merci, Monsieur Pinchot. Du coup, doublement merci, puisque pour vos remerciements de notre adjoint et délégué aux commémorations, qui a beaucoup œuvré, mais parmi tant d'autres, et aussi remercier les agents. Voilà, remercier les agents aussi qui ont bien travaillé, plus tous les bénévoles d'exposition, etc. En effet, pour les 100 ans du monument aux morts, on a fait une belle commémoration. Maintenant, je vais répondre à votre question orale
Comme je l'ai dit en conseil municipal ainsi que sur d'autres moyens de communication comme mes directs Facebook une fois par trimestre, les choix du département restent de sa responsabilité via ses compétences. Seuls les conseillers départementaux, 2 par canton, qui je le rappelle sont élus au suffrage universel direct, ont à s'expliquer sur un collège de 900 places contre 2 collèges de 450 places. Comme je l'ai également expliqué, je n'apprécierai pas que l'Assemblée départementale interfère sur des décisions municipales. Je reste donc à ma place, maire de Mézières-sur-Seine, et n'émettrai aucun avis sur ce sujet qui n'est pas de ma compétence, ni de la nôtre d'ailleurs. Cependant, en effet, l'association du tennis club d'Épône-Mézières est entre autres de notre responsabilité. Soyez donc convaincus que je me suis entretenu avec mon homologue d'Épône et qu'il a compris la demande. Comme nous, il souhaite apporter des solutions afin de ne pas voir mise en sommeil ou disparaître une si importante association. Je sais qu'avant la fin de cette semaine, les représentants de l'association seront reçus et des solutions leur seront proposées. Il faudra cependant rester vigilant aux efforts que chacun devra faire, car n'oublions pas l'intérêt qu'a le département des Yvelines à construire un nouveau collège, qui est de sa compétence, face à une association qui ne l'est pas. Je compte donc également sur vous, Monsieur Pinchot, élu de Mézières-sur-Seine, adhérent à cette association, pour comprendre et faire comprendre les efforts que l'Assemblée départementale pourra proposer, avec pour intérêt le préjudice subi en prenant soin des finances de chaque commune. J'espère que je vous ai répondu et que les représentants de cette association seront convaincus par ce qui va leur être proposé dès cette semaine. Thomas, est-ce que tu as une ou deux questions? En plus, c'est la fin de l'année, c'est le dernier conseil, lâchons-nous. Est-ce que tu as une ou deux questions sur les réseaux sociaux? Effectivement, il y a une question de Monsieur Richard qui demande « Serait-il possible de renommer le stade de la Conche par stade Jean-Luc Bourset, qui, pour information, était l'un des fondateurs de l'AJSLM ?» Alors, cette question m'a été posée à plusieurs reprises. Il s'agit de conserver... Alors, j'en ai discuté avec la GSLM Football, etc. On en a discuté un peu aussi, parfois entre élus. Le stade de la Conche, je pense qu'il est important qu'il reste le stade de la Conche pour le GPS, pour les gens qui y habitent, la rue de la Conche, etc. Le chemin de la Conche. Par contre, nous ne sommes pas contre l'idée de nommer, et notamment quand on saura présenter en 2023, Madame Noll, je vous regarde, encore un projet. Les projets que nous avons sur le stade de la Conche, avec 2 à 3 terrains supplémentaires, etc. Et je ne suis pas fermé à l'idée, d'après l'échange qu'on a eu avec la majorité, de nommer, comme il se fait à Roland-Garros, des terrains avec des noms de fondateurs. Donc peut-être que le terrain synthétique, celui où il y a tous les matchs aujourd'hui, ça restera le plus grand de ce complexe qu'on présentera en 2023 à la population. Certainement que ce terrain, on pourra le nommer Monsieur Bourset, le fondateur un des fondateurs encore en vie de la GSLM Football. Voilà. Donc non pour la question du stade de la Conche, mais oui pour mettre à l'honneur un fondateur bénévole depuis de très nombreuses années. Voilà. Mais il faut laisser le temps au temps, et j'espère qu'on fera ça en 2024 si nos projets se concrétisent sur ce sujet. Pas d'autres questions? C'est bon? Parfait. Alors avant de clôturer ce dernier conseil municipal de l'année, je voulais remercier tous les Méziérois qui étaient présents à l'inauguration du sapin de Noël, des illuminations et du lancement de la patinoire vendredi soir. Ils étaient très nombreux. Je voulais aussi également vous dire, chers Méziérois qui nous regardez, que nous vous attendons nombreux jeudi de 16h à 20h pour le marché de Noël. C'est aussi le dernier soir où vous pourrez profiter de la patinoire. Il y aura la distribution des chocolats, des animations autour du Père Noël. Donc venez nombreux, en famille, avec les enfants. Vous dire, pour le coup, c'est une moins bonne nouvelle. Nous nous sommes réjouis de la signature du bon de commande pour la reprise des travaux de la rue nationale. Vous l'avez vu, ils ont repris. Sauf que j'ai appris aujourd'hui que, de par le gel annoncé, pour l'instant, la société est en intempérie cette semaine. Donc... voilà, c'est une moins bonne nouvelle. Désolé pour les habitants de la rue nationale qui nous regardent. L'enrobé était prêt à être posé, mais ils annoncent des températures inférieures à 0. Et on m'a dit qu'on ne pouvait pas poser
Alors, je ne suis pas spécialiste de l'enrobé, mais on m'a dit qu'on ne pouvait pas poser de l'enrobé quand il gelait. Vous dire que, comme d'habitude, ma vidéo des vœux du maire sera disponible sur le site internet de la commune le 31 à 18h. Et bien évidemment, je vous souhaite à tous et à tous de bonnes vacances et d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci et à l'année prochaine.